Bonsoir à tous. En direct de San Francisco, je vais vous rapporter ce qui a été dit ce soir sur les nouveaux critères ACR-ELAR dans le syndrome de Sjögren et sur l'utilisation de ces critères ainsi que les critères d'activité dans les essais thérapeutiques. C'était une session qui s'est déroulée en deux parties. La première partie a été présentée par Caroline Chybowski de UCSF et a présenté le développement et la validation des nouveaux critères ACR-ELAR. Comparativement aux critères que l'on connaît dans le Sjögren, donc les critères AECG, ces nouveaux critères offrent l'intérêt de pouvoir s'appliquer aux patients ayant des symptômes systémiques. C'est-à-dire qu'on peut appliquer l'utilisation de ces critères soit chez les patients qui présentent des symptômes type sécheresse oculaire ou buccale, soit chez des patients qui présentent un des items du score systémique qui est les SDAI, c'est-à-dire une manifestation systémique ou un paramètre biologique d'activation B. Ensuite, ces critères s'appliquent. Ces critères comportent les anti-SSA et non pas les anti-SSB qui, on le sait, s'ils sont seuls, n'ont aucune valeur diagnostique dans le syndrome de Sjögren. L'existence d'une cyaladénite lymphocytaire avec un focus score supérieur à 1, ce qui est équivalent à notre Chisholm de 3 ou de 4, et des signes objectifs de sécheresse, comme le flux salivaire, comme dans les anciens critères, le test de Schirmer et un nouveau score qui est le score OSS, qui est un score de coloration oculaire, qui est l'équivalent du test qu'on connaît de Van Bidgerval. Et il faut avoir 4 points pour remplir les critères ACR-ELAR, sachant que 3 points sont donnés aux anti-SSA et 3 points à la biopsie des glandes salivaires accessoires. Ensuite, chacun des autres symptômes objectifs dont je vous ai parlé ont 1 point. Donc finalement, un patient qui a des anti-SSA et un des autres symptômes objectifs de sécheresse remplit les nouveaux critères ACR-ELAR. Donc ça, c'était la première partie de la session. La deuxième partie de la session comportait la discussion de la meilleure manière de pouvoir conduire les essais thérapeutiques dans le syndrome de Sjögren à l'heure actuelle, sachant que c'est un peu difficile dans cette maladie parce que les patients n'ont pas de traitement de référence, il n'y a pas de ce qu'on appelle le standard of care comme dans le lupus. Donc on se retrouve confronté forcément à des essais évaluant des nouvelles molécules versus placebo. Donc, par là même, on ne peut pas mettre les patients trop sévères, on ne peut pas les exposer au risque de ne pas avoir de traitement et d'être sous placebo. Par exemple, la vascularite de cryoglobulinémie, on va tous la traiter, on ne pourra pas la mettre dans ce type d'essai. Pourtant, c'est les patients qui vont le plus répondre au traitement et c'est ceux chez lesquels on aurait le plus de chances de montrer l'efficacité des traitements. Donc on va être obligé d'utiliser des subterfuges, on va dire, méthodologiques, c'est-à-dire d'inclure des patients ayant une maladie active, activité définie sur le score SDAI, une activité systémique au-dessus de 5, qui est une activité modérée pour laquelle on peut se permettre d'attendre quelques semaines, quelques mois pour traiter, mais qui a des chances quand même de répondre au traitement. Et en réponse, en critère de réponse, un critère un peu en miroir, une amélioration de ce score systémique, l'SDAI. D'autres critères ont été proposés pour améliorer notre possibilité de montrer l'efficacité des traitements. C'est d'inclure dans les critères d'inclusion des marqueurs d'activité B, parce qu'on sait que chez les patients qui ont des marqueurs d'activité B, on a plus de chances de répondre au traitement, de ne prendre que les patients ayant des anti-SSA, de prendre des patients ayant une maladie récente. Tout ça permet d'augmenter nos chances de montrer la possibilité d'un traitement efficace, mais diminue notablement aussi la possibilité de recruter les malades pour les essais thérapeutiques. Plus on rajoute des critères, moins on a de chances de trouver des patients à mettre dans les essais. Moins on en met, moins on a de chances de montrer l'efficacité des drogues. Et c'est un peu ça le dilemme des essais qui sont en train de se monter dans le Sjögren et qui sont très nombreux parce que plein de nouvelles pistes thérapeutiques sont en cours. On a des essais d'inhibiteurs des tyrosine kinases, des essais qui vont utiliser le rituximab en association au belimumab, donc un anti-B en association à un anti-BAF, et des essais qui vont utiliser encore d'autres pistes thérapeutiques. Une dizaine d'essais sont actuellement en cours dans le syndrome de Sjögren et on en attend les résultats probablement dans les 3 à 5 prochaines années en espérant enfin trouver un traitement qui améliorera ces patients qui ont beaucoup de symptômes et une qualité de vie vraiment altérée. Je vous remercie.